Mussolini et les fascistes étaient de virulents nationalistes, partisans de l'usage systématique de la violence. Les chemises noires s'en prenaient à tous ceux qui leur résistaient, comme les libéraux et les catholiques. Mais leur cible principale était les socialistes, qui menaçaient de déclencher une révolution comme en Russie. En octobre 1922, les fascistes conquièrent des provinces du nord de l'Italie, puis marchent sur Rome par milliers pour exiger le pouvoir par la force des armes. Le roi cède et fait de Mussolini le premier président du Conseil fasciste du monde. C'est le marchepied vers la dictature. Voici l'histoire de Mussolini et du pouvoir. L'histoire d'un homme adulé par les masses et qui rêvait d'empire. L'histoire d'une alliance désastreuse avec Hitler, de catastrophes militaires et d'une mort ignominieuse. Une histoire racontée pour la première fois en couleur. Dès son arrivée au pouvoir, l'objectif principal de Mussolini est de restaurer la gloire de l'ancien empire romain. Un objectif qui se heurte à la réalité de l'Italie des années 1920. Le pays est désorganisé, chaotique, instable, à des années-lumière de l'Empire romain, du temps de la grandeur de l'Italie, quand elle dominait tout le bassin méditerranéen. Et Mussolini a les yeux tournés vers le passé. Il veut y revenir. Et pour ce faire, il décide de s'inspirer des empereurs romains. Pour égaler leur férocité, il trahira tout le monde, y compris des familles fascistes fidèles prêtes à mourir pour leur pays. Il trahira même son propre gendre et sa fille adorée. Une fois au pouvoir, il entreprend de bâtir le premier État totalitaire du monde, soumettant les institutions et les hommes à sa volonté. Il sait que pour créer l'Italien nouveau, il doit commencer par modeler les plus jeunes. En 1925, il décrète: le gouvernement exige que l'école s'inspire des idéaux du fascisme. Adesso bambini leggiamo una poesia di Giuseppe Zucca, Duce chiamaci. On apprend aux enfants à croire, obéir, combattre. Dès l'âge de 4 ans, ils sont embrigadés dans les organisations pour la jeunesse qui leur fournissent des fusils de bois et des chemises noires. Duce, duce chiamaci. Duce, duce chiamaci. La voce degli eroi. La voce degli eroi. À l'école, les poèmes leur enseignent à se battre pour le fascisme chaque fois que le Duce aura besoin d'eux. La gran voce dei martiri. La gran voce dei martiri. À l'école, on cherchait à leur inculquer la notion de patriotisme et à les convaincre que patriotisme et fascisme étaient la même chose. On ne pouvait pas être patriote sans être fasciste et on ne pouvait pas être fasciste sans aimer Mussolini. Ils devaient faire une rédaction expliquant pourquoi ils aimaient Mussolini ou pourquoi c'était le plus grand homme du XXe siècle. Punto. Punto. Outre la propagande destinée aux masses, le dictateur crée une police d'État chargée de réprimer toute désobéissance. Ils disposaient d'une machine très puissante créée par le parti fasciste, la police secrète. Une machine tentaculaire qui surveillait et espionnait. Rien ou presque ne se passait sans que l'une des nombreuses polices fascistes ne soit au courant. Chaque semaine, elle menait un nombre impressionnant d'actions. C'est ainsi qu'en 1929, des anciens combattants juifs et leurs représentants sont reçus par le Duce que la divine Providence a donc envoyé à l'Italie. Pour de nombreux juifs, le fascisme est apparu comme une renaissance du Risorgimento, le mouvement nationaliste né à la fin du XIXe siècle qui les avait libérés des ghettos. Ce jour-là,
Ils sont conduits par Ettore Ovazza, un riche banquier turinois, qui raconte ce grand moment de bonheur dans son journal. Il nous a accueillis avec un léger sourire. Assis derrière son bureau, il nous a fait signe d'avancer. C'était la première fois que je voyais le visage du Duce de près. Avec ses deux frères, Ettore avait combattu pendant la Première Guerre mondiale avant d'adhérer au nouveau parti fasciste. Entré dans les chemises noires, il avait pris part à leurs actions contre les socialistes. Pour lui, rencontrer le Duce est l'accomplissement d'un rêve. En m'écoutant affirmer la fidélité indéfectible des Juifs italiens à notre patrie, son Excellence Mussolini m'a regardé dans les yeux et m'a dit d'une voix qui m'a touché droit au cœur. Je n'en ai jamais douté. Le banquier est submergé par l'émotion. Mais plus tard, Mussolini fermera les yeux quand les nazis enverront à la mort des milliers de Juifs italiens. Mussolini sait qu'il faut moderniser l'Italie s'il veut fonder un empire fasciste capable de rivaliser avec la Rome antique. L'État lance donc une politique d'autosuffisance agricole et industrielle. Des programmes de grands travaux destinés à drainer les marais pontins et à construire des routes créent de nombreux emplois, d'où leur popularité. Mais l'objectif principal du Duce est de préparer l'économie italienne à la guerre. Le premier conflit armé est déclenché par un soulèvement populaire en Libye, la colonie italienne la plus importante. Les Italiens se sont montrés de plus en plus impitoyables, pratiquant le viol systématique, la profanation des mosquées, l'incarcération de la population civile dans des camps de concentration et l'utilisation d'armes chimiques contre les civils et les partisans. Une centaine de milliers de civils a trouvé la mort entre 1929 et 1932 pendant la pacification de la Libye, comme on l'appelait. C'est réellement hors des frontières italiennes que le fascisme a montré un visage particulièrement violent. En 1933, Adolf Hitler devient chancelier en Allemagne. Mussolini le considère comme un jeune partenaire qui l'a imité dans son accession au pouvoir, mais il est jaloux de la puissance militaire de l'Allemagne. Il a compris que l'arrivée au pouvoir d'Hitler allait déstabiliser la situation en Europe, ce qui lui offrirait l'opportunité d'agir. Ettore Ovazza, le banquier juif, se demande avec inquiétude si ce tournant n'aura pas des conséquences tragiques pour les juifs italiens. À son grand soulagement, Mussolini se moque des théories raciales d'Hitler. Rien ne peut me faire croire qu'il existe aujourd'hui des races pures sur le plan biologique. Mais en 1934, quand 2 juifs turinois sont arrêtés en essayant de faire entrer de la littérature antifasciste en Italie, certains journaux s'empressent de parler de complot antifasciste juif. Ettore panique, craignant le retour des persécutions contre les juifs. Il fonde alors son propre journal pour prouver que les juifs sont patriotes et pro-fascistes. Nous sommes des soldats et des fascistes, et nous embrassons le drapeau tricolore pour lequel nous serons toujours prêts à nous battre et à mourir. Il n'y a aucune raison pour que les 2 dictateurs soient automatiquement des alliés malgré leurs points communs. Le premier sujet de discorde est l'Autriche. L'Italie préfère qu'elle devienne indépendante plutôt que de la voir rattachée à l'Allemagne. Mais Hitler a d'autres idées. Il suffit de lire la première page de Mein Kampf, son sinistre livre. La première chose qu'Hitler écrit est que l'Autriche doit revenir dans le giron de l'Allemagne. Ce n'était pas rhétorique, il le pensait vraiment.
En 1934, Mussolini nomme son gendre Galeazzo Ciano à la tête de son bureau de presse. 4 ans plus tôt, Ciano a réalisé la meilleure opération de sa carrière. À 27 ans, il a épousé Eda, la fille adorée de Mussolini. Cette union s'achèvera par une tragédie digne de Shakespeare. Mais en 1934, Ciano idolâtre son beau-père, imitant ses gestes, ses uniformes et sa façon de parler. Sa première mission est de ridiculiser le Führer. Après le désaccord entre Mussolini et Hitler au sujet de l'Autriche, Ciano déclare aux journalistes qu'Hitler est un fou qui veut plonger le monde dans la guerre. Mais le rêve d'empire du Duce va le conduire inexorablement à s'allier avec le dirigeant nazi. En 1935, l'armée fasciste envahit l'Éthiopie, la dernière nation africaine indépendante. Ciano fait partie des 600 000 soldats qui déferlent sur le pays. Il participe au bombardement sur les populations civiles et déclare fièrement « Nous avons fait un massacre ». La façon dont Mussolini traite la question éthiopienne montre à quel point il était déjà calculateur et insensible. Les Éthiopiens résistent désespérément. En décembre 1935, Mussolini donne alors l'ordre de recourir systématiquement aux armes chimiques, comme le gaz moutarde ou le phosgène, et d'appliquer massivement une politique de la terreur. Les Italiens vont jusqu'à bombarder délibérément 19 hôpitaux de la Croix-Rouge. La guerre fait plus de 250 000 victimes parmi les Éthiopiens. Pendant longtemps, on a essayé de taire la sauvagerie de la guerre en Éthiopie et les autres méthodes de répression dans les colonies. Aujourd'hui, on le sait avec certitude, ce qui nous donne de nouveaux arguments contre tous ceux qui présentent le fascisme comme une dictature patriotique et bienveillante, polluée et dévoyée uniquement par son alliance avec l'Allemagne. Plus qu'une simple conquête, l'Éthiopie permettait aux Italiens de s'attaquer à l'ordre international. Il s'agit de défier les grandes puissances en Méditerranée, les Britanniques et les Français. La bataille qui annonçait la guerre mondiale a réellement commencé en Europe avec la crise éthiopienne en 1935. La politique étrangère agressive de Mussolini est extrêmement populaire en Italie, mais empoisonne ses relations avec la Grande-Bretagne et la France. En revanche, le Duce sait qu'il a l'appui d'Hitler en Éthiopie. Puis, les deux hommes soutiennent le général Franco quand celui-ci prend la tête du soulèvement contre le gouvernement du Front populaire en Espagne. Mussolini envoie 80 000 soldats italiens aux côtés des nationalistes espagnols pendant la guerre civile qui s'ensuit. Tandis que la tension monte partout en Europe, le Duce nomme son gendre à un poste clé. À 33 ans, Ciano devient ministre des Affaires étrangères. Mais plus celui-ci côtoie les nazis, plus il craint pour l'avenir de l'Italie. Il entame la rédaction d'un journal secret. Un témoignage remarquable sur l'histoire du XXe siècle par un de ses protagonistes directs. Il décrit ainsi la visite de Mussolini à Hitler à Berlin en 1937. Mussolini a subjugué les foules par son magnétisme, sa voix et son impétuosité. Mais la solidarité entre régimes suffira-t-elle à maintenir l'unité de deux nations opposées par la race, la culture, la religion et les goûts ? Pourtant, Ciano sait que les nazis sont incontournables si l'Italie veut défier la France et la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, l'axe Rome-Berlin est une réalité extrêmement utile.
Fascistes et nazis fournissent une aide militaire impressionnante à Franco, testant des techniques qu'ils perfectionneront pendant la Seconde Guerre mondiale. L'une consiste à bombarder les populations civiles pour terroriser les masses. Ciano se réjouit des effets de cette méthode à Barcelone. Le raid n'a duré qu'1 minute et demie. Bilan, bâtiments pulvérisés, circulation coupée, panique et folie. 500 morts, 1500 blessés.